temps de réfléchir, Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir, merci d'avoir choisi. Le président de la République s'est rendu dans la région de Difa samedi pour rehausser le moral de l'armée engagée dans la lutte contre Boko Haram, un acte symbolique et patriotique sur lequel revient la rédaction du groupe Dunia. Dans ce journal, nous ferons également le point du déroulement de l'année scolaire 2014-2015 dans la capitale Niamey. La continuité pédagogique et éducative en bonne voie, nous dirons dans un instant nos reporters. L'autre reportage à suivre, c'est également celui lié à la recrudescence des accidents de la circulation, des accidents dus en partie par le délabrement des routes, les échos dans ce journal. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous ne ferez pas mieux ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Elhadji Issoufou Mahamadou, était samedi dernier dans la région de Difa où le chef suprême des armées est allé remonter le moral de nos vaillants soldats engagés dans la lutte contre la secte Boko Haram. Le président Issoufou a effectué sa visite au moment où Difa est confronté à une situation particulière liée aux attaques de Boko Haram. Suivez le commentaire consacré à cet effet par le groupe de presse Dunia. Notre peuple, dans une union sacrée, rejette Boko Haram et son programme médiéval. Trois enseignements à tirer de ce discours: le patriotisme, le courage et l'abnégation. Se rendre à Difa est un acte de courage, car tenir un discours à 2 km d'un camp de bataille, à un endroit où quelques heures avant son arrivée, des armes crépitent encore, prendre un bain de foule dans une zone de guerre asymétrique où un adolescent peut surgir à tout moment avec une bombe et la faire exploser, ça, c'est un acte de courage. Toutes les menaces directes que Rabi Boss Boko Haram n'ont pas dissuadé l'enfant de Dandaji à se rendre à Difa. Faire le contraire aurait sidéré les Nigériens. Se rendre à Difa est un acte de patriotisme. Rappelez-vous, le 17 février dernier, Issoufou Mahamadou pourfendait le patriotisme. Le patriotisme, disait-il, n'est pas mort. Sa visite à Difa a relevé le moral de nos soldats qui affrontent la mort tous les matins pour sauver nos vies. Malgré les attaques personnelles et indirectes qui fusent de ses adversaires, Issoufou Mahamadou reste imperturbable. C'est là la stature d'un homme d'État, un magistère moral. Certaines critiques hâtives vont même affirmer que le Niger va dans une guerre qui ne le regarde pas ou que le pays s'attaque à des musulmans. Ces analystes à courte vue se trompent. Certains expriment de simples opinions et considèrent leurs propos comme véridiques. Or, l'opinion, ce n'est pas la vérité. La guerre que mène Boko Haram n'a rien de confessionnel. Elle ne défend aucune valeur de l'islam. Un musulman ne tue pas son père ou sa mère. Issoufou Mahamadou a largement développé cette approche et sa vision de la guerre, comme mène Boko Haram. Le chef de l'État a toujours clamé haut et fort que si on y prend garde, Boko Haram attaquera le Niger. C'est ce qui fut fait le 6 février dernier. Il ne peut avoir aucune mauvaise conscience en défendant son peuple, car des Nigériens sont tués et une menace pèse sur la démocratie et l'intégrité du territoire du Niger. L'histoire lui donne raison. Se rendre à Difa est un acte d'abnégation. Issoufou Mahamadou va au front contre Boko Haram qui veut envahir notre territoire. Mais le président Issoufou tient ferme la barre. Heureusement, il a le ralliement de la population dans cette lutte contre Boko Haram. La marche du 17 février en est une illustration parfaite. Certains qui connaissent mal notre armée ont même douté de l'efficacité de celle-ci. Avec la victoire de nos soldats à Bosso, Difa et à l'intérieur du Nigeria, le doute fait place à la confiance. Les militaires tchadiens, avec qui ils combattent,
ont reconnu le professionnalisme et le courage de nos forces de défense et de sécurité. La confiance trouve son origine dans la guerre qu'elles ont connue au Koweït, au Congo, en Côte d'Ivoire et qu'elles mènent actuellement au Mali. Cette confiance repose sur leur bravoure et leur connaissance du terrain. Voilà, le commentaire de la rédaction était signé Isidore Banaba. Direction d'Osso à présent, où le ministre des Transports a présidé dans la salle de conférence du gouvernorat de la dite région les assises d'une réunion dite de synthèse. C'était hier, une réunion qui fait suite à la mission de sensibilisation que celui-ci a effectuée dans la région de Dosso pour réitérer l'appel lancé par le président de la République à soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Cette réunion de synthèse du ministre des Transports intervient après une mission de 5 jours à l'intérieur de la région de Dosso. 5 jours durant la mission de sensibilisation conduite par le ministre dans les 8 départements de la région de Dosso à l'appel du président de la République à nos populations pour soutenir nos forces de défense et de sécurité a pour but d'attirer l'attention de ces populations sur le danger que représente Boko Haram pour la sécurité de notre pays. Pour ce faire, l'implication de nos populations dans cette lutte acharnée s'avère nécessaire. Dans son discours au cours de cette synthèse, le ministre s'est dit satisfait des résultats de sa mission. Le président du conseil régional, Sa Majesté le sultan de Dosso, les préfets, les maires, les responsables des forces de défense et de sécurité, les honorables chefs traditionnels, les chefs de quartier, les leaders religieux, les directeurs régionaux, les représentants des partis politiques, les représentants des associations féminines, les représentants des associations des jeunes, les représentants des associations syndicales, les représentants des scolaires et la population de la région de Dosso pour leur mobilisation sans faille et l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé dans les 8 départements de la région, qui nous a permis d'accomplir notre noble mission. Nous prions le Tout-Puissant Allah pour que nos FDS qui sont au front reviennent en paix, sains et saufs, et que Boko Haram soit vaincu et détruit à jamais, afin que la paix... Nous avons coutume de dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, ce qui veut dire que la sécurité est la base même de l'existence humaine dans son ensemble. Soutenons donc nos forces de défense et de sécurité pour protéger notre pays de toute agression. Cet appel de soutien à nos forces de défense et de sécurité lancé de vive voix par les autorités de la 7e République est une initiative à saluer par les populations de la région de Zender, où les populations appellent l'ensemble des Nigériens à manifester leur soutien au FDS. Suivez plutôt. Du président de la République et à saluer d'un titre dans la mesure où la troupe, j'allais dire notre troupe, a besoin d'être soutenue, a besoin d'avoir le moral haut. Et pour ce faire, cette initiative-là vient à bon moment. C'est dans ce sens-là nous abordons dans le même sens du président de la République pour demander en tout cas à la population des Anders d'accompagner cette initiative-là, de l'accompagner de manière concrète. C'est une très bonne initiative. C'est le moment où les Nigériens doivent montrer à l'opinion qu'ils sont soucieux de leur pays et qu'ils sont soucieux de la sécurité du peuple. Parce que, quel qu'en soit l'effort qu'on va demander aujourd'hui à un citoyen nigérien pour pouvoir mettre fin à cette attaque de Boko Haram, les Nigériens doivent accepter et le faire avec plaisir.
il y aura un très grand impact, effectivement. Vous avez vu même la marche qu'il y a eu là. C'est déjà un point très sensible. Les gens qui n'ont pas participé à cette marche, ils ont eu la honte. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et dans la mesure où ce sont nos compatriotes qui sont sur le front, qui sont en train de, non seulement de nous défendre, nous en tant que personnes, mais aussi défendre le territoire national. Ce qui est extrêmement important. Et vous savez, ces personnes dignes, ces dignes fils du Niger, ont aussi des familles, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Et je crois que c'est une très bonne initiative. Déjà, il y a eu une première initiative pour la marche. L'ensemble du peuple nigérien a marché pour soutenir, n'est-ce pas, nos soldats qui sont sur le terrain. Mais je trouve que aussi il est extrêmement important et de contribuer aussi dans la mesure du possible, financièrement, moralement, pour soutenir les gens. Je crois que toute initiative qui rentre dans le cadre d'apporter notre soutien à nos soldats qui sont les bienvenus, il faut les encourager. Je pense que l'attitude à tenir pour chaque Nigérien, chaque citoyen de ce pays-là, c'est de répondre à l'appel du président de la République. L'élan du président de la République, effectivement, à travers la reconquête de la paix de notre pays, et une vision. Et effectivement, dans cette vision-là, l'ensemble des Nigériens doivent apporter leur soutien pour effectivement soutenir le chef suprême des armées, soutenir nos forces de défense et de sécurité qui sont matin, midi, soir sur le front, et effectivement, avec cet élan de patriotisme de chacun d'entre nous, nous verrons que le Niger va retrouver effectivement sa paix, sa tranquillité d'antan. Et au niveau de la région des Anders, nous sommes actifs effectivement à faire concourir chaque citoyen, chaque habitant de cette région-là, pour que effectivement la paix puisse s'installer à travers notre contribution, à travers le soutien qu'on peut apporter à l'armée nigérienne et surtout au président de la République qui est le premier à être sur le front et qui effectivement a besoin de ce soutien des Nigériens. Et puis dans l'actualité politique, sachez que les militants du parti ANDP Zamalaya de la région du fleuve ont procédé hier au renouvellement du bureau du rassemblement des jeunes du parti au titre de la région de Tillabéri. Voyons les temps forts de cette instance dans ce compte rendu signé notre correspondant permanent à Tillabéri, Ismaël Bedi. C'est la salle de réunion de la mairie de Tillabéri qui a servi de cadre aux militants et sympathisants de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamalaya de Tillabéri pour le renouvellement du bureau du rassemblement des jeunes ANDP de la région de Tillabéri. Après les différentes animations, le président du rassemblement des jeunes ANDP de Tillabéri, en prenant la parole à cette occasion, a au nom du bureau sortant adressé ses remerciements à l'ensemble des délégués départementaux qui ont effectué le déplacement pour assister aux assises, avant d'encourager nos 20 forces de défense et de sécurité qui sont engagées dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Ensuite, une table de séance a été mise en place pour le bon déroulement des travaux, sous le contrôle des huissiers de justice. Et c'est par consensus que tous les candidats pour les différents postes à pourvoir ont été choisis par les délégués. Ainsi, ce nouveau bureau du rassemblement des jeunes ANDP de Tillabéri est composé de 66 membres. À leur tête, Abdou Hassan, ce dernier s'engage à honorer la confiance placée en lui par les militants. La jeunesse est le fer de lance de tout développement. Et l'ANDP Zamalaya sait compter sur celle-ci. Les jeunes que nous sommes doivent par conséquent être très actifs et jouer pleinement leur rôle dans la vie du parti. Ils doivent s'assurer ici de ma totale disponibilité. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier le bureau sortant qui a su conduire notre structure régionale à bon port jusqu'aux présentes assises. Merci encore pour les membres du bureau sortant. J'adresse également une motion spéciale de remerciement au camarade Ibrahim Issoufou Sadou pour son soutien inlassable, nuit et jour, jusqu'à l'aboutissement de ce processus.
Le conseil régional du rassemblement des jeunes ANDP de Tillabéri a ensuite formulé une recommandation dans laquelle il invite leur camarade Ibrahim Issif Sadou, président départemental ANDP de Terra, de se présenter pour le poste de président national du rassemblement des jeunes ANDP lors des prochaines assises du conseil. Considérant les multiples efforts que déploie et ne cesse de déployer le camarade Ibrahim Issifi pour l'ancrage et le rayonnement du parti dans la région de Tillabéri, considérant la renaissance du parti dans la région sous l'impulsion du camarade Ibrahim Issifou, visible à travers l'adhésion massive et sans cesse continuelle de nouveaux militants, vu le programme cohérent et ambitieux du camarade Ibrahim Issifou pour l'émergence et la promotion des jeunes au sein du parti, vu la notoriété établie du camarade Ibrahim Issifou au sein du parti, tant au plan local que régional et national, le conseil Raja de Tillabéri, élu ce jour 22 février 2015 à Tillabéri, recommande à Ibrahim Issifou de briguer le poste de président national Raja pour les prochaines assises du parti. Désormais mis en place, ce nouveau bureau du rassemblement des jeunes ANDP de Tillabéri aura pour priorité la mobilisation des jeunes derrière leurs leaders pour défendre les idéaux du parti dans la région de Tillabéri. Autre aspect de ce journal, le Conseil supérieur de la communication a tenu ce matin les assises de sa session ordinaire au titre du mois de février 2015. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session, nous dira dans ce point Oumarou Ahmad. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de février 2015 comporte 6 points à son ordre du jour. Le point qui retient le plus d'attention est celui portant sur le rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier dernier. À propos de l'ordre du jour, le point qui mérite d'être souligné est sans conteste celui relatif à l'examen du rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Vous vous souviendrez que le 5 février dernier, j'ai installé officiellement ici dans cette même salle le dit groupe de travail. Durant 15 jours, les membres de ce groupe ont, conformément à leurs attributions, recensé les médias et les journalistes qui ont été concernés par ces événements. Puis, ils ont collecté les informations sur les faits tels qu'ils se sont passés et au cas par cas. Après cette phase, ils ont procédé à la vérification de toutes les informations recueillies à travers le recoupement des sources d'informations, la lecture des documents, l'écoute et la visualisation des supports audiovisuels. Cette session ordinaire du CSC intervient dans un contexte sécuritaire particulier. C'est pourquoi le CSC encourage les médias et journalistes à garantir le droit du public à l'information. En effet, dans ce contexte où c'est l'existence de nos États et la vie de leurs citoyens qui sont en jeu, les journalistes doivent impérativement faire la distinction entre l'information et la rumeur. Ils doivent savoir dissocier le factuel du virtuel. Enfin, les journalistes doivent constamment faire le distinguo entre l'utile et le futile. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication encourage les médias et les journalistes à garantir le droit du public à l'information. Car en informant, le journaliste peut mieux éclairer le public sur le conflit qui se cache derrière la violence et peut ainsi contribuer à le résoudre. Par ailleurs, le président du CSC a exprimé tout le soutien de son institution aux vaillantes forces de défense et de sécurité du Niger. C'est l'occasion également d'exprimer tout le soutien du Conseil supérieur de la communication à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui ne ménagent aucun effort pour défendre l'intégrité du territoire de notre pays, ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Un rapport comportant des constats et des recommandations susceptibles de permettre de résoudre les problèmes relatifs aux exactions contre les médias et journalistes sera dressé à l'issue de cette présente session. Et puis, votre groupe de presse vient à nouveau d'être honoré à travers la distinction d'un de ses animateurs
en l'occurrence Eric Bi, en tant que meilleur manager culturel pour l'année 2014. La distinction vient de l'agence de communication Afrique Média Communication qui procède chaque année à une remise de prix à des managers culturels, n'est-ce pas, Rali Hassan? Au titre de la encourager les différents acteurs et managers qui se sont fait distinguer par leur travail et leurs efforts, c'est l'objectif que vise l'agence Mediacom à travers cette remise de primes au titre de l'année 2014 à certains acteurs. Sur 100 acteurs, 15 ont été récompensés. Parmi ces lauréats, l'animateur Eric Bi de la télévision Dunia. Il a reçu le trophée du meilleur manager culturel 2014. Un trophée qui lui a été remis devant tout le personnel du groupe de presse Dunia. Je représente ici l'agence de communication Afrique Média Communication. Eric Bi, c'est avec une très grande joie que devant votre directeur général, j'ai l'honneur de vous remettre ce trophée de meilleur manager de l'année 2014. Je dédie donc ce prix à tout le personnel de Dunia. Et c'est grâce à l'effort des uns et des autres que depuis que nous avons initié donc, les différents événements, à savoir Festival international du rire, Tabaski du rire, et j'en passe, qui sont à notre 3e édition. On en a été toujours soutenu par la télévision Dunia TV. La réussite, c'est grâce à Dunia et c'est grâce à l'effort de tout le monde. Donc, pour cela, je vais donc dédier le trophée, comme je l'ai dit, à Dunia TV et je vais donc remettre au directeur général. Voilà. Je ne suis pas surpris de voir Eric Bi avec cette distinction. Je sais que vous êtes très jeune, mais vous savez, il y a une récitation qu'on nous a fait souvent réciter, le laboureur et ses enfants. Creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Eric Bi a creusé, a fouillé, il n'a laissé nulle place et voilà qu'il a été distingué. Félicitations. Précisant que seul le travail paie, le directeur général du groupe de presse Dunia encourage l'heureux récipiendaire à persévérer davantage dans son travail. Félicitations et bon vent donc à Eric Bi. À Zender, le secrétariat permanent du PDS a organisé un atelier le week-end dernier destiné aux acteurs de la société civile du Damagaram. Cet atelier a permis de vulgariser le programme de développement économique et social en déclinant certains de ses axes. Le point avec notre correspondant basé à Zender, Moussa Adamou Garba. Cette rencontre qui a réuni les acteurs de la société civile fait partie d'une série d'ateliers organisés par les membres représentants de la société civile au comité technique national du PDS avec l'appui technique et financier du secrétariat permanent du PDS. Cet atelier de 24 heures vise, entre autres, plusieurs objectifs. Vulgariser le PDS en vue de garantir la mobilisation de toutes les parties prenantes, améliorer l'implication des acteurs de la société civile dans le processus du suivi de la mise en œuvre du PDS, fournir les bases d'information indispensables aux acteurs pour assurer un meilleur suivi des programmes et projets inscrits dans le pacte PDS. Mesdames et messieurs, vous allez sans doute nous dire que le PDS est presque à la fin de sa mise en œuvre. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, car le deuxième programme est en préparation. En espérant que les débats qui suivront seront fructueux, comme l'ont été ceux de Maradi, je déclare ouvert l'atelier régional sur la vulgarisation du PDS 2012-2015. Auparavant, le représentant régional de la coordination de la société civile Zender a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Il a par ailleurs attiré l'attention de tous les acteurs à bien suivre les thématiques qui seront développées au cours de cet atelier. Envolé reportage à quelques semaines de la fin du premier trimestre pour les élèves du collège et du lycée. Une de nos équipes s'est intéressée à la situation des cours dans les établissements scolaires de la capitale. Voyons donc le point du déroulement de l'année scolaire à Niamey dans ce reportage signé Himasei.
4 mois après la rentrée scolaire, la situation des cours, tant au niveau primaire que secondaire, est reluisante. Un tour dans certains établissements publics et privés suffit pour se rendre compte de la réalité. Selon les proviseurs du lycée Issa Korombe et du complexe scolaire privé El Maestro, les cours se déroulent normalement en dépit de quelques perturbations observées durant ce mois de février. La situation est à peu près bonne. Pour l'exécution du programme officiel. Et nous aurons pu faire mieux que cela, mais comme vous le savez, le mois de février a été perturbé par la commémoration du 9 février des élèves et des étudiants, et aussi par la grève qui se passe. Donc tout s'est déroulé dans le mois de février, ce qui nous a fait perdre à peu près 2 semaines de cours. Vu que cela, vraiment, nous allons peut-être atteindre ce que mais actuellement, nous sommes à peu près à 65% du taux d'exécution dans presque toutes les matières. Nous sommes à un taux d'exécution de 85%. Malgré qu'il y a eu des perturbations, nous avons eu à organiser des séances de rattrapage. Ce qui nous a permis d'être à un bon niveau du programme. Si on n'est pas en retard dans le programme, dans l'exécution du programme, on n'est pas en retard. Au niveau des élèves, les appréciations de la situation des cours divergent. On est en règle par rapport au programme et on n'est pas en retard par rapport aux autres écoles. Les cours avancent bien. Au niveau des exécutions ici au CG3, les cours avancent, mais pas comme on peut le dire. Mais vraiment, dans ce mois-là, vraiment on n'a pas étudié. Même, parce que maintenant, même si on veut regarder, on n'a même pas fait une semaine en train d'étudier. Chaque fois, ce sont les grèves. Chaque fois, ce sont les grèves. Si ce n'est pas les élèves, c'est les professeurs. À chaque fois. Donc vraiment, cette mois-là, vraiment, on n'a pas étudié. Dans ce mois-là. Nous, vraiment, ici, ça ne va pas. Pour Abdraman, coordonnateur de la FISEN, la situation de l'école nigérienne cette année est sur la bonne voie et souhaite que les différents accords qui lient les acteurs de l'éducation et le gouvernement soient respectés pour un meilleur déroulement de l'année scolaire 2014-2015. Au niveau de notre fédération, nous estimons qu'il n'y avait pas eu de perturbation, en tout cas depuis que nous avons commencé cette année. Comme vous avez suivi, nous avons fait l'option au niveau de la fusion que nous allons négocier les préoccupations des enseignants tout en laissant l'école tranquille. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas aussi la latitude de poser des actes pour effectivement nous faire entendre. Mais pour le moment, nous avons pensé que, puisque nous avons un processus de négociation, c'est vrai qu'il est un peu balbutiant parce que vous savez, des fois, ce n'est pas tout le temps que la disponibilité est au rendez-vous. Mais au moins, nous avons l'avantage que nous rentrons dans un processus vraiment de la rivalisation d'abord de notre école. Parce que l'école nigérienne, c'est notre cadre en tous. Il faut la rendre beaucoup plus crédible. Il faut que nous, enseignants, qu'on fasse preuve de beaucoup plus, en tout cas, de détermination à faire retrouver à l'école de noblesse pour que nous puissions dans la position de revendiquer effectivement véritablement nos acquis. Si cette accalmie qui prévaut actuellement perdure, on peut sans risque de se tromper dire que d'ici la fin de cette année, les programmes seront exécutés à temps afin de permettre aux candidats qui se présenteront aux examens de fin d'année d'être prêts avant le jour J. Les routes à Niamey sont de plus en plus impraticables, un véritable casse-tête pour les usagers que nous décrit dans ce reportage d'Ani Yazid. Ces routes que vous voyez n'ont pas plus de 2 ans. Pourtant, elles sont dans un état délabré avancé. Nid de poules par ici, d'eau d'âne par là, c'est l'état dans lequel se trouvent la plupart des routes à Niamey. Défaut de construction ou manque d'entretien, les causes avancées sont multiples. On constate qu'au moment où les pouvoirs publics sont en train, en tout cas, de mettre le paquet
pour doter la ville de Niamey de voies, en tout cas appropriées, il y a un certain nombre d'actes qui précipitent la dégradation de ces voies. Une des causes de cette dégradation-là, c'est d'abord sur certains axes la circulation des poids lourds non réglementés. Vous pouvez constater que sur certaines voiries fraîchement aménagées, en tout cas la dégradation s'accélère du fait de la circulation de ces poids lourds-là non autorisés. C'est le cas par exemple du boulevard Mali-Béraud aux environs donc de la grande mosquée. On a constaté en tout cas une forte dégradation qui est due à ce phénomène de circulation de gros porteurs. Pour certains usagers de la route, le service après-vente fait défaut. À cela s'ajoute le comportement peu orthodoxe des conducteurs de gros porteurs. Tu as donné ton argent pour travailler, donc il faut être sûr que ce travail-là que tu as donné l'argent pour ça, on a bien fait ça. Le travail, bon, comme que la route là, si on a fait ça aujourd'hui, ça va prendre du temps que l'État encore pense à la route. Donc si c'est maintenant, par exemple, maintenant ici, prenons le cas d'ici, la route s'est dégradée. Circuler donc à Niamey est un véritable parcours du combattant. Mais la détermination du gouvernement à intensifier les travaux de construction et d'entretien des routes est un signe d'espoir. Seulement, l'objectif Niamey-Niala est loin d'être atteint. Le chemin qui mène vers l'assainissement total de la ville est encore long. Partout, c'est des citernes, c'est des camions qui déchargent, qui chargent. Mais ça n'a pas de sens. Cela dégrade les routes. Additionné au mauvais comportement de nous autres populations, les routes ne peuvent qu'être dégradées. Pire, quand vous prenez les différents habitants, c'est sur la route qu'ils versent l'eau, c'est sur la route qu'ils versent, qu'ils déchargent tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. L'eau des douches, tout est versé sur la route, aux yeux et au su des autorités municipales. Je pense que cela doit changer. Cela doit changer parce que le bailleur qui donne un crédit à l'État pour construire les routes, que la route soit dégradée ou pas, l'État va continuer à payer. Souvent, à plus de 10 ans, on continue à payer des dettes. Mais si la route n'est pas profitable aux citoyens, à quoi ça sert? Donc vraiment, il faut que le peuple nigérien change. La voirie de Niamey a besoin d'une nouvelle figure. Pour cela, il faut que le projet Niamey-Niala soit accéléré à double vitesse. Cela permettra sans nul doute à la population de circuler aisément et d'éviter les accidents de la circulation routière qui constituent un véritable problème de santé publique au Niger. L'autre reportage consacre un zoom sur le panier de la ménagère. Et d'après notre reporter Aïssa Ibrahim qui a fait un tour ce matin au marché Djamagué, les prix des légumes et produits frais ont considérablement baissé. À cette période propice aux cultures de contre-saison, le panier de la ménagère pèse lourd. Pour cause, les produits frais sont disponibles à grande quantité et leur prix bat toute concurrence. C'est l'exemple du prix de la tasse de l'oignon. De 3 000 francs CFA, elle chute à 1 000 francs CFA. Même constat pour la tomate dont la tasse de 3 000 francs CFA se vend aujourd'hui à 1 250 francs CFA. Autre avantage, tous ces produits sont des produits locaux. Viande avec os. Donc il n'y a pas cher. Pour ça, là, 1 kilo 2300, madame. Si ce n'est pas au Niger, toi aussi. Bonne chose à un bon prix encore, il y a l'os spongé dedans. Tout. Et bien des moutons là, ça coûte 3 000 francs. 2700. Une situation qui ravit le président de l'Association de défense des droits des consommateurs. C'est la saison, comme on l'a dit, des fruits et légumes. Donc nous sommes en période d'abondance. En tout cas, tout ce qui est fruits et légumes, c'est la vraie période. Mais malheureusement, les difficultés se rencontrent par rapport à ces produits-là pendant l'hivernage. Si cette période pouvait se prolonger jusqu'à l'hivernage, c'est vraiment une bonne aubaine pour les consommateurs. Mais là, cela aussi traduit les investissements qui ont été réalisés, notamment en matière de la production maraîchère dans notre pays. C'est une remarque qui est là,
partout dans notre pays en cette période. En tout cas, il y a une abondance nette de fruits et légumes sur les marchés et un prix très accessible, d'ailleurs au-dessus de l'espérance. Donc vraiment c'est une période, à notre avis, très favorable pour le panier de la ménagère. Pour que cette constance soit maintenue, il recommande de prendre certaines mesures et invite autorités, opérateurs économiques et maraîchers à s'asseoir autour d'une même table. À notre niveau, notre intervention se situe à devoir 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'incitation des autorités à mieux investir, à mieux cadrer une politique, en tout cas de production maraîchère, toute saison. C'est faisable, c'est possible. Ailleurs, ça se fait, pourquoi pas ici au Niger. Nous avons des potentialités, l'eau et la terre, nous avons ça. Deuxième niveau, c'est par rapport aux producteurs eux-mêmes, qui malheureusement, c'est seulement pendant cette période qui font beaucoup de production. Alors qu'il y a l'hivernage. Moi, je crois que pendant l'hivernage, si une bonne partie des producteurs peuvent s'orienter vers la production maraîchère, ce qui est sûr, ils vont trouver leur compte, surtout en matière, en tout cas, de la rente que ça pourrait amener pour prendre en tout cas les soucis de la production céréalière. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est inciter les opérateurs économiques à s'orienter vers ça. Puisque ce qu'on constate, rares sont les opérateurs économiques qui s'occupent de la production agricole de façon générale. Comparé au mois passé, les condiments locaux sont très accessibles et coûtent moins cher au grand bonheur des foyers. Enfin, le public reportage de cette édition nous amène à la découverte de la centrale thermique diesel de 100 MW de Gorubanda, dont les travaux sont en cours d'exécution. Elle sera réceptionnée dans exactement 20 mois. D'autres précisions avec nos correspondants de Télé Sahel. Très bonne réception, au revoir. Le 4 avril 2013, le président Mahamadou Issoufou procédait à la pose de la première pierre de la centrale thermique diesel de 100 MW à Gorubanda, village situé à une dizaine de kilomètres de Niamey. Centrale qui conditionne l'installation de 4 groupes diesel d'une capacité de 80 MW, extensible à 100 MW et de transformateurs élévateurs. Une centrale prévue pour s'achever dans 20 mois. Novembre 2014 était donc la date prévisionnelle pour l'arrivée des 4 moteurs diesel à Niamey. La marchandise, commandée d'Allemagne par la compagnie Sino Hydro en charge de la construction de la centrale, était arrivée au port Tema du Ghana depuis septembre 2014. Transporter une marchandise d'environ 265 tonnes chacune du Ghana au Burkina Faso pour atteindre le Niger n'est pas du tout aisé. Il a fallu user de précautions sur toutes les différentes routes pour ne pas endommager les ouvrages tels les ponts, les dallols et autres bus. Ce qui a pris du temps, aléas de transport oblige. Nous sommes samedi 14 février 2015. 3 des 4 moteurs diesel sont déjà au port de Ouagadougou. Le 4e arrive dans quelques jours à Niamey, précisément à Gorubanda. À quelques 5 km de Torodi, l'agence d'exécution du projet de construction de la centrale s'active. Le matériel passera par cette route latéritique. L'agence a été obligée de tracer cette déviation car ce pont, après étude, ne peut supporter la charge de la marchandise. Là, nous sommes sur le site qui est au PK 42, à partir de Niamey. On est en train de faire une déviation pour le passage du premier moteur de Gorubanda. Les travaux ont démarré depuis le mardi et ils se poursuivent encore. Il faut rappeler que c'est des moteurs qui ont été fabriqués par MAN. Ils sont à quelques kilomètres de la frontière du Niger. Voilà pourquoi on s'active pour venir la déviation, pour faciliter le passage de ce convoi. La déviation parce que l'ouvrage, le pont que nous avons ici, a des problèmes.
On a constaté que la structure ne peut pas supporter la charge. Voilà pourquoi on a préconisé de faire une déviation pour pouvoir passer. Lundi 16 février 2015, le joyau est enfin sur le sol nigérien. Le premier moteur diesel de près de 265 tonnes d'une puissance de 21,6 MW. Marchandises accompagnées d'une escorte de signalisation de danger pour prévenir les autres usagers de la route. Et dans cette tâche, le convoi est appuyé par les éléments de la gendarmerie. Surtout qu'au niveau de certains ponts, des dispositions pratiques sont de mise, telles ici vers Mosipaga, avec ce pont qui ne peut supporter toute la charge. L'équipe de la compagnie italienne Fagioli, qui s'occupe de la sécurité des ouvrages, est obligée de départager la grande cargaison du camion en le tirant tout doucement à l'aide d'une corde après avoir posé des plaques métalliques sur le pont. Selon l'équipe, ce processus équilibre la charge. Des plaques métalliques lourdes disposées au sol à l'aide d'une grue. Un exercice délicat, fastidieux de près d'1 heure de temps entre la pose des plaques, le passage du convoi et le retrait des plaques par la suite. Et le convoi poursuit sa route jusqu'au poste de police de Makolondi où il passera la nuit. Mardi 17 février 2015, le convoi reprend la route. Sur son trajet, le même exercice que la veille au niveau des ponts où le convoi peut passer. On procède à la pose méticuleuse de plaques métalliques sous l'œil curieux des populations. Ici, pas besoin de tirer la cargaison. Tout le convoi peut passer, mais l'exercice prend quand même du temps. Un contrôle du pont avertit qu'il faut déployer du matériel. Et cette fois-ci, même les bordures du pont sont prises en compte. En dehors des ponts, d'Alol ou autres bus, l'autre grand défi est de pouvoir traverser les zones habitées sans encombre. À ce niveau, il s'agit de freiner l'élan face à l'euphorie des populations, surtout au niveau des marchés, tel celui de Torodi très fréquenté. Ici, à 5 km de Torodi, le convoi passe aisément sur la route latéritique tracée expressément pour éviter le pont défectueux après plusieurs essais par le véhicule de convoi et le camion de contrôle de la route. Bitinkoji, département de Kolo. Ici également, il faut renforcer le pont. Et l'équipe à nouveau, dans une extrême fatigue, doit patiemment procéder au même exercice fait au niveau des autres ponts et d'Alol endommagés. Et le convoi poursuit sa route pour s'arrêter à Bougoum, 15 km de Niamey, où il restera jusqu'au matin. Mercredi 18 février 2015, le convoi est près du but, Gorubanda. Il a quitté Bougoum depuis le matin. Il est déjà près de l'un des ultimes ponts menant à Gorubanda. Mais d'abord, il faut une énième fois s'assurer que le convoi passe. Et la sécurisation du pont commence. Centrale thermique de Gorubanda, le premier moteur diesel, est enfin à destination. Accueilli par les responsables du ministère du Pétrole et de l'Énergie et ceux de la Ligélec, le directeur général en tête.
La délégation profite pour visiter le chantier de construction. Enfin, le premier moteur diesel est à bon port. Les 3 autres, déjà au port sec de Ouagadougou au Burkina Faso, suivront le même périple et seront tous à Gourbanda en fin mars au grand bonheur des populations de Niamey.